quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu le mets dans une équipe ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un dégueu aussi. Vous écoutez En joues-tu? On joue-tu ou bien On joue. Saison 2, épisode 17, l'avenir des jeux. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 de On joue-tu, le podcast des jeux de société. Ça n'a pas changé, effectivement. Ça n'a pas changé. Juste Épisode regarder. 17, donc ça y est, on a dépassé la saison 1. Oui, c'est vrai. C'est En vrai. plus, si tu comptes que à Cannes, on a fait 3 mini-épisodes. Ah non, bref. mais à l'épisode 19, quoi. Techniquement, c'est l'épisode 152. C'est ça. Mais, donc aujourd'hui, je suis accompagné de Benji. Comment ça va, Benji? Et ça va toujours très bien. Toujours très bien. Autant que la première fois que je t'avais Autant que demandé. la première fois que tu me l'as demandé et ce qui ne sera pas au montage. Donc, c'est ça, épisode 17, comme on a dit. Donc, aujourd'hui, on s'est débarrassé de David. Ça fait du bien. Ça va être un épisode beaucoup plus improvisé parce que Dieu sait qu'on n'a pas un ordi devant nous avec des notes. Et puis, donc le Mac à David qui nous intimide avec toutes ces news. Et Et puis, puis, moi, je l'ai vu la semaine dernière à Clank Legacy pour notre partie du soir. Il nous a mis une misère, donc je suis content de pas le voir. ouais, ça Je suis fait du encore bien. agacé. Ça fait du bien une petite pause de David. Avant de commencer, je voulais juste qu'on revienne sur la question de la semaine dernière. Donc, j'espère que vous avez eu la chance d'écouter l'épisode qu'on avait, l'interview avec Sylvain de l'école du jeu. Est-ce que t'as aimé cet épisode-là, Benji? Oui, j'ai beaucoup aimé, c'est ce que je te disais là en off juste avant. Donc moi, vous savez que je suis pas un grand consommateur de YouTube, donc je connaissais pas du tout Sylvain de l'école du jeu, ni l'école du jeu. Et puis franchement, je l'ai trouvé d'abord très sympa au moment de l'épisode que tu as eu avec lui, et puis très intéressant dans les différentes remarques qu'il a pu faire, que ce soit sur l'univers du jeu Ouais. ou sur les différents jeux dont il a parlé. On sent, je trouve que ça a l'air d'être un mec cool, quoi, quand tu l'as Puis interviewé. surtout quelqu'un de passionné du jeu. Je Ouais, pense que ouais, ça ouais. fait tellement longtemps qu'il est là-dedans et tout, donc... Ça donne vraiment envie de le rencontrer. J'avoue que si vous faites votre truc avec tous les youtubeurs québécois là, Tu vas venir au Québec. j'essaierai de venir. Je te mets dans peut-être. les valises. Ah putain, écoute. donc, là, nous, on avait fait le top 5 sur les jeux les plus Ouais. originaux. Originaux, mais c'est pas grave. Puis, on vous avait demandé à vous, j'avais oublié de le préciser dans l'épisode, mais c'était bien dans les commentaires, donc ceux qui ont vu la question de la semaine qui était, c'est quoi la thématique la plus originale que vous avez vue dans un jeu? Donc, on a eu plusieurs réponses. La première, c'est de E4 sur YouTube qui dit, dans le style thème bizarre, on peut citer Donjon et Siphon, une histoire de plomberie, de canalisation bouchée dans un univers fantasy. Donc, je connaissais pas du tout ce jeu-là, mais Non. il est sur ma wishlist. Elle nous dit aussi, il y avait un jeu sur le thème du rangement des boîtes dans des étagères, mais Oui. le nom m'échappe complètement. Mais ça, je me demande si ça s'appelle pas Calax en fait. mais je sais que, il me semble, je pense qu'on avait parlé avec Sylvain, mais Oui. c'était peut-être pas en ondes ou toi tu nous as entendu en parler dans Si, l'épisode. si, vous en avez parlé dans l'épisode, effectivement, et puis je crois que c'était passé sur une campagne de financement participatif. Attends, j'essaie de trouver jeu de société. Oh. Si t'écris jeu de société Calax, ils vont juste te sortir des Calax, hein. Bref, on a cherché, on l'a pas trouvé. Mais, donc, Mais si il quel- existe. Si quelqu'un le sait, mettez-le dans le commentaire, comme ça les autres pourront le retrouver. Et puis elle finit en disant, en France, pour les machines à boules, on dit un flipper. Un flipper, tout à fait. Exact. Qu'est-ce Donc, que je me marrais dans la voiture en vous entendant tous les deux, Ah votre non, mais machine moi à boules. je savais que personne comprendrait ça, donc je l'ai vite Si, arrêté. parce que le pinball, on a tous eu ça sur nos premiers ordinateurs Ouais. quand on avait 10 ans. Donc on 15 aurait ans, pu ouais. dire le pinball. Pinball, je pense que tout le monde connaît ce jeu. Ouais. Donc voilà. Flipper. Le flipper. Ensuite, on a La Flèche, encore une fois sur YouTube, qui dit merci à vous deux pour cet excellent épisode. Merci. Mais toi, je te Ah non, remercie pardon, pas. pardon. On te remercie pas, t'étais Pas pas là. encore, pas encore. L'un de mes jeux favoris possède justement une thématique qui sort de l'ordinaire, c'est l'excellent Cerebria de Mind Clash Games. Tu connais toi Mind Clash Games, non? Écoute, ça me dit quelque chose. Ouais, Ça te c'est dit un quelque chose? petit éditeur. Pourtant, moi. tu nous as jamais parlé de Cerebria. Et non, parce que c'est un des rares, je pourrais pas dire le seul, mais un des rares de Mind Clash Games que j'ai pas, qui est sur ma wishlist assez régulièrement, Ouais. parce que je crois que c'est... en plus, bon, moi ça me parle, parce que c'est un jeu sur les émotions qui sont représentées par des très jolis personnages. Ouais. La direction artistique est magnifique. Il est chez les frères Kessler, donc un de ces quatre, je Mais pense qu'est-ce que... qui n'est pas chez les frères? Effectivement, je suis assez d'accord. Mais celui-là, j'aimerais beaucoup l'essayer. Ouais. Il a vraiment une bonne réputation et puis il est absolument magnifique.
Ensuite, on a Carl Lejeune sur YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode, mais on avait parlé à la toute fin de... j'avais demandé à Sylvain, est-ce qu'il y a une thématique que t'aimerais voir dans les jeux de société que t'as pas encore vu, puis il a dit le cyberpunk. Ben, il y a Carl Lejeune qui nous dit, pour le cyberpunk, il y a Tamashii Chronicle of Ascend de Awaken Realm, une autre compagnie que je connais pas. Alors si je puis me permettre, je la connais tellement pas que c'est pas Awaken Realms qui a fait Tamashii, c'est Awaken Realms Light ou Lit. Ah oui. C'est la boîte qui fait en gros des jeux plus petits que les gros jeux de Awaken Realms, sachant que c'est quand même assez drôle d'entendre le plus petit parce que en l'occurrence le Tamashii Chronicles est juste énormissime. Donc je sais pas exactement pourquoi ils en ont fait. C'est juste qu'il n'y a pas 12 extensions, il y en a 6. Ouais, c'est ça exactement, c'est vraiment l'idée en plus. Mais effectivement, lui pour le coup, je crois qu'on en avait peut-être parlé sur un des podcasts. Moi, je le trouve extrêmement beau aussi. Il y a une direction artistique qui est absolument superbe. On en a beaucoup parlé dans le Discord. Oui, parce que moi je l'ai backé, débacké, et puis là pour le moment il est débacké, mais j'attends peut-être le Pledge Manager un peu plus tardif. Et puis je voulais aussi faire un petit commentaire sur on a eu d'habitude moi je prends les commentaires, les réponses à nos questions sur Gmail, sur YouTube, sur Facebook, et puis pour une fois j'ai eu un commentaire qui m'est venu sur Board Game Arena. J'ai quelqu'un qui... En fait, je suis tombé sur une partie de Nidavellir avec quelqu'un qui était fan du podcast. Une des 400 parties de Nidavellir que j'ai en cours. Et il m'a dit... je vous ai d'ailleurs partagé le message. Il nous a écrit à quel point il était fan du podcast et tout. Merci. Mais il a fini par répondre à la question. Là, tu peux dire merci. Bon, ça t'inclut. Il dit, pour répondre à la question sur votre top jeu nature, donc sur des jeux avec des thématiques un peu étranges, il disait... Je dirais Honey Buzz dans l'actu est un jeu très sympa qu'on découvre avec beaucoup de plaisir à la maison. Donc c'est un jeu sur les abeilles, donc aussi une thématique assez originale. J'enchaîne d'ailleurs avec une autre petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Je fais encore référence à l'épisode de la semaine dernière, donc si vous l'avez pas écouté, vous savez pas de quoi je parle. Mais Sylvain, je lui ai demandé c'était quoi sa plus grande fierté depuis que sa chaîne YouTube, et puis il a dit que même s'il avait honte de l'avouer, mais quand il se faisait reconnaître, il trouvait ça assez cool. Et puis moi, cette semaine, c'est la première fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube où j'étais en train de faire mes courses à l'épicerie, et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il a dit « Hey, mais t'es pas Mathieu dont je tire? » Alors que j'étais pas du tout dans un contexte de jeu de société. J'étais vraiment un peu genre « Quoi? » Donc, je voulais juste lui dire un petit allô. Donc, c'est Hugo, pas notre ami Hugo avec qui d'habitude on joue. Oui, parce que lui, ça serait bizarre. Donc, Hugo qui m'a bien salué puis qui a dit qu'il était assez fan de ce qu'on faisait. Donc, voilà un autre petit shout-out qu'on a eu cette semaine. Parfait. Voilà, est-ce que tu as des news pour nous aujourd'hui, Benji, ou Moi, je voulais peut-être juste dans les thématiques originales, il y en avait deux qui m'étaient venues à l'esprit. La première, c'est Secret Hitler, que j'ai à la maison, que j'ai jamais joué. Alors d'ailleurs, mais je pense que je vais l'amener ce week-end en fait, parce que je me dis que c'est peut-être une bonne occasion pour le tester. Je me dis un jeu de société où tu joues des fascistes contre des pas fascistes dans le contexte hitlérien, c'est quand même osé, je trouve. Il y a eu un Secret Star Wars et un Secret Voldemort, je crois, qui ont été faits derrière. Et puis il y a Crysis. Crysis, c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter il y a peut-être 4 ans maintenant, ou peut-être même un peu plus, 4-5 ans. C'est un jeu de gestion et de placement d'ouvriers, mais sur le principe de la crise en Grèce, la crise économique en Grèce, où dans le contexte de crise économique, on nous demande de rétablir l'économie du pays. Et puis là aussi, je trouvais que partant, donc c'est des auteurs grecs, je crois, qui sont partis vraiment de la réalité de leur pays, et puis qui en ont fait un jeu de société qui est pas mal du tout. Donc là aussi, je voulais évoquer ce petit jeu, Crysis. Mais c'est drôle, je me souviens plus si j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais je sais pas si je t'avais déjà raconté que moi je fais Secret Hitler en classe avec des élèves, et puis j'ai dû me faire une boîte de Secret Voldemort parce que je peux bien sûr pas faire une partie de Secret Hitler à l'école, et je dois montrer la vidéo règle de Secret Hitler. Donc eux ils pensent qu'ils vont jouer un jeu sur Hitler, puis là je sors Voldemort, puis je suis comme non mais c'est quand même plus light, tu sais. Ouais, bien sûr. Mais non, c'est un excellent jeu, moi j'adore ce jeu. Mais d'ailleurs, juste avant qu'on passe au premier segment, on a une grande annonce aujourd'hui. This is an announcement. Ouais, on est très très fiers. En termes d'accent. Écoute, j'ai fait beaucoup de corrections de trucs en anglais aujourd'hui, puis je t'aurais donné un 4. C'est sur 6, hein. C'est ça, sachez que c'est sur 6 ensuite. C'est pas génial, mais bon. Ça passe. C'est un 60%. Comme on dit au Québec. Mais donc non, on a une grande annonce à vous faire, et puis on va faire comme tout bon YouTuber et puis podcaster, on va vous teaser avec ça, puis on va le garder pour la fin. Exactement. Sachez que c'est une annonce qui a rapport à l'épisode de la semaine prochaine. Ouh là là. Yes. Alors maintenant,
maintenant, on va enchaîner avec notre premier segment, notre jeu de la semaine. Je te laisse commencer, Benji. Alors, mon jeu de la semaine, pour rester dans l'originalité, justement, c'est un petit jeu dont personne ne parle depuis à peu près 6 mois. C'est Ark Nova. C'est quoi ça? Écoute, c'est un petit jeu sympa sur la gestion de zoo. Bon, bah bien sûr, je vous fais pas l'affront de vous reparler de Ark Nova dont tout le monde parle depuis 6 mois, mais j'ai eu l'occasion de le tester en solo ce week-end. Et puis, je trouvais que c'était intéressant que je vous fasse mon retour, étant donné que c'est un peu le jeu qu'il faut jouer. Il est d'ailleurs installé à côté de nous en ce moment même où on vous parle, puisque c'est l'objectif d'après l'enregistrement. Donc, alors, quelle sensation vous faire? Peut-être, histoire de pas non plus faire durer le suspense trop longtemps, vous dire que j'ai pas eu un effet waouh, en fait. Et pourtant, je pense que le jeu en solo ne change pas tant que ça par rapport au jeu à plusieurs. Ça, je pourrais vous confirmer ça la prochaine fois, mais le jeu en solo a les mêmes mécaniques de base. Il y a certaines cartes, quand il faut de l'interaction dans le jeu, où il y a un texte spécial sur la carte pour le solo, pour remplacer cette interaction, mais sinon, c'est la même chose. Vous devez développer votre zoo, vous devez vendre des animaux, acheter des animaux, mettre des animaux dedans, construire vos enclos, utiliser là, je sais plus comment ça s'appelle, les cartes vertes, les trucs de conservation, les projets de conservation, etc. Le jeu est extrêmement bien construit, je trouve, mécaniquement parlant. C'est vrai que c'est beaucoup de plaisir, et puis je pense qu'il y a une rejouabilité qui est extrêmement importante parce que vous avez énormément de cartes différentes. J'ai vraiment eu le sentiment, un peu comme tu l'avais dit toi après ton test, tu vois qu'il y a certaines cartes que j'ai passées parce que en gros la complexité que ça a demandé me semblait trop importante par rapport à ma méconnaissance du jeu. Donc tu sens, je pense, que tu as une belle courbe de progression au fur et à mesure. Mais, et puis ça rejoint quand même ce qu'on se dit souvent, je pense quand même que la thématique m'empêche d'avoir un effet waouh. C'est-à-dire qu'à la fin, tu vois, tu poses ces cartes. Alors il y a des cartes qui sont très belles, hein, les cartes d'animaux sont très belles, mais ok, comme tu disais, c'était des photos Google de l'ensemble. Je trouve qu'il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas une thématique qui m'embarque vraiment dans ce que je suis en train de faire. Je fais de la gestion, j'aime bien faire de la gestion, donc j'ai pris du plaisir au jeu. Et puis franchement, je suis vraiment content de le rejouer juste après avec toi. Et je pense que c'est un jeu que je vais avoir du plaisir à rejouer, clairement. Mais je me sens pas embarqué dans un truc qui me fait rêver, quoi, où j'ai des étoiles dans les yeux. Et je finis pas ça comme je finis un Tricarion, un Anachronie ou d'autres jeux avec des thématiques qui me plaisent. J'ai bien conscience en disant ça, du coup, que c'est extrêmement personnel et puis que ça empêche pas que le jeu, je le redis, je pense que mécaniquement c'est vraiment une pépite et je suis assez impressionné de me dire que c'est le premier jeu du mec qui le fait. Ce type-là va gagner tous les prix. Mais t'imagines la pression pour son prochain jeu. Mon Dieu, le pauvre, mais je pense qu'il faut qu'il arrête. Si tu nous entends, ne fais plus d'autres jeux, sauf si t'es capable de faire des jeux aussi bons que celui-là. Mais non, mais la suite SS Galaxar Ark à Galaxar là, dans l'espace, où tu dois gérer des vaisseaux dans l'espace, non? Non, mais tu vois, c'est ça qui est rigolo. C'est un sujet qu'on a souvent dit quand même. Et puis toi, tu le dis souvent que t'es beaucoup attiré par les thématiques. Et je pense que moi aussi, malgré tout, et un jeu qui est superbe mécaniquement parlant, mais sur une thématique qui me parle moins, je pense que je vais peut-être manquer un peu d'enthousiasme par rapport à un jeu qui va être un peu moins bon, mais pour lequel je vais me régaler dans ce que j'ai l'impression de faire. Mais connaissant mes goûts, tu vois pourquoi moi j'ai eu... vu que moi j'aime les animaux... J'ai pensé à toi tout le long de ma partie, si tu veux. Mon Dieu. Mais tu vois, typiquement, je crois que Sylvain de l'école du jeu, là, il a parlé d'un exemple comme ça, d'un jeu qui était pas foufou, mais dans lequel il était hyper embarqué. Un jeu sur la politique, là. C'est pas celui-là? C'est peut-être celui-là, ouais. C'est peut-être celui-là. Et il a aussi parlé de Objection, par exemple, le jeu où tu joues un avocat qui construit... Que toi, t'avais parlé. Mais moi, j'en avais parlé sur un de nos tout premiers podcasts, puisque c'était un de mes top 5 jeux à 2. Je me demande si c'était pas le tout premier, d'ailleurs. Et clairement, Objection, c'est pas un jeu parfait. Mais je trouve thématiquement, il y avait vraiment quelque chose où tu te laissais embarquer dans le truc. Ark Nova... voilà, thématiquement, je trouve que c'est pas fou. Je crois que clairement, en termes de réalisation, ça, pour le coup, on peut aussi le comparer à Terraforming Mars. Il y a quand même des choses qui auraient pu être faites de manière un peu plus sexy dans les choses, dans l'organisation du jeu, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment des détails pour Donc voilà, ma conclusion, c'est que je pense que c'est un super jeu. Je me réjouis de le retester avec toi, mais moi, j'ai pas eu cet effet... de dingue à la fin du jeu. Et par exemple, je pense à un jeu qui est Beyond the Sun, qui était le Diamant d'Or de l'année d'avant. Et pour le coup, je pense que Beyond the Sun a beaucoup plus le potentiel, moi, de me faire rêver et mécaniquement et thématiquement, parce qu'on est dans quelque chose qui me plaît, quoi. Mais donc, ça, voilà. non, moi je me trompe toujours entre ça et Eclipse. Mais Eclipse, t'as pas joué à Beyond the Sun. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors moi, comme toi, Benji, je vais être aussi très très original cette semaine parce que je vais vous parler de... Everdell. Je suis vraiment désolé, hein. C'est vraiment Everdell? Oui. Ah mon Dieu. Non, mais écoute, le truc c'est que, bon, ceux qui savent pas, je suis vraiment sous l'eau en ce moment. J'ai
tellement de corrections. Déjà que je prenne le temps de faire ce podcast avec toi, Benji, là, tu devrais être content. Ma femme, elle me voit jamais ces jours-ci, mais j'ai Benji qui est chez moi. Non, mais donc, le seul vrai jeu que j'ai essayé de dire, ah non, mais je veux pas parler d'Everdell, on va parler d'autre chose. Mais là, c'est vrai que la seule vraie nouveauté ou quelque chose que j'ai mis sur la table, c'est la 3e extension, donc Spire Crest, que j'avais pas encore joué. J'avais une autre idée d'un jeu de la semaine que je vais vous parler, mais vu qu'il va être dans mon top 5 à la fin de l'épisode, j'ai dit, ben écoute, je vais quand même faire un retour, parce que je sais qu'il y a la moitié d'entre vous, vous en avez marre de m'entendre parler d'Everdell. Je vous promets. C'est bientôt fini, de toute façon. C'est la dernière fois. Il n'y a plus d'extension après. Ben, il y en a 2 autres qui arrivent dans la fin de l'année, mais bon, s'il y a une année à attendre, ça va aller. Mais alors, voilà. Donc, Spirecrest, qui est la dernière extension de Everdell, qui est celle qui rajoute un plateau en bas du plateau où on va aller un peu explorer la région aux alentours. C'est souvent celle qui est citée comme étant la meilleure extension de Everdell. Donc, pour rappel, il y en a 3. Il y a Pearlbrook, Belfair et puis Spirecrest. Moi, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. J'en ai pas parlé sur le podcast. Moi, j'ai eu aussi joué à Belfair, que je trouve qui coûte beaucoup trop cher pour amener pas grand chose. Je suis assez fan de Pearlbrook. On a fait une dizaine de parties avec ma femme. Et c'est pour ça qu'on avait très hâte de faire Spirecrest. Et puis on a fait 2 parties. Et franchement, je sais pas dire laquelle je préfère. Parce que celle-ci, en tout cas, si vous voulez chercher une extension qui change beaucoup la mécanique de jeu, alors il faut plus prendre Spirecrest. Pearlbrook, c'est un peu de la même chose, puis au final, c'est vrai qu'il coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Mais Spirecrest est vraiment cool. Et puis, l'atout, c'est qu'il donne des gros meeples avec une petite selle. J'ai tellement peur. Où tu peux mettre ton autre petit meeple par-dessus. C'est tellement cute. Franchement, des fois, messieurs, dames, c'est dommage que vous ayez pas la vidéo. Ce qui est en train de se passer. Donc voilà, donc écoute, moi je suis fan d'Everdell, vous savez. Je vous promets, je vous en parle plus pendant un bon moment maintenant. Mais sachez que si vous hésitez, vous savez pas, est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter l'extension Spirecrest? De toute façon, on a déjà parlé des extensions, ça sert jamais à quelque chose à moins d'être vraiment fan. Si vous êtes comme moi vraiment fan d'Everdell, alors vous pouvez y aller pour l'extension Spirecrest. Puis si vous hésitez entre Spirecrest et puis Pearlbrook, et puis vous voulez qu'en acheter qu'une, ben alors pourquoi pas Spirecrest? C'est vrai qu'elle change beaucoup plus le jeu. Et puis ben tu peux mettre ton meeple sur un autre meeple. Donc voilà, je vais te montrer après, je suis sûr que tu vas trouver ça cool. J'en doute pas, ça là. Donc maintenant, on va passer au 2e segment. C'est un segment qui est assez... c'est un thème qui est assez spécial aujourd'hui parce que, en fait, c'est une question qu'on a reçue lors de la fin de la première saison, donc l'épisode 16 de la première saison. On a hésité d'en parler à ce moment-là, mais l'épisode était déjà assez long. On a dit on va le repousser à la prochaine fois. Et il y a maintenant 2 semaines, on a fait notre épisode où on répondait à vos questions. Encore une fois, on a failli la faire, mais on s'est dit... Pourquoi pas la garder pour un épisode au complet? Parce que c'est une question qui est très très intéressante. Pas que les autres ne le sont pas, mais c'est une qui pousse à la réflexion. Donc, avant de pouvoir partir sur cette thématique-là, je vais vous lire la question qui est quand même assez longue. Donc, pendant ce temps-là, Benji va aller aux toilettes ou il va aller faire autre chose, puis moi, je vais vous lire ça. Donc, sachez que c'est une question qui m'est parvenue de Sébastien Kwan, qui est en fait un ami à nous. On avait fait quelques parties de On Mars. On Mars, tout à fait. Plusieurs On Mars. Et puis, on a fait un... Moi, j'ai fait Tricarion avec lui. Ah, comment s'appelait ce jeu? Tu sais, avec les caravanes. Ah oui, Oui, Merv. Donc on avait fait un Merv avec lui, on avait fait plusieurs parties. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait très longtemps, ouais. Donc Sébastien, si tu nous entends, Sébastien, il faut nous rappeler. Donc lui, il nous avait écrit: Salut Mathieu, la petite question pour vous, vous allez voir, elle est pas très petite. Je discute beaucoup jeux de société avec un pote. On a commencé les deux à jouer entre 2014 et 2015. Actuellement, on a une vision assez différente de cet univers ludique. Lui est relativement blasé et réfléchit beaucoup en termes de mécanique de jeu qui s'essouffle selon lui. Une masse de jeux sortent, mais il n'y a pas grand-chose de réellement excitant à se mettre sous la dent. Moi, j'ai aussi eu une phase où j'ai perdu mon intérêt pour le jeu en 2016 à 2019, car je trouvais que les thèmes dans les jeux experts étaient moins bien variés que de nos jours. De plus, l'esthétique des jeux à l'allemande était limite très moche. Je pense qu'on peut retirer le limite. Bon, ça dépend des goûts, hein. Tu vois, David, il aime bien ces jeux Château de Bourgogne, ces trucs. Oui, mais David a pas de goût. Je ne trouvais mon compte qu'avec viticulture et myrme. Bref, aujourd'hui, je suis assez subjugué par la variété de thèmes. Par exemple, wingspan, route, barrage, etc. Et l'évolution esthétique actuelle avec du beau matos, avec des plateaux de jeu double couche, une iconographie au top qui rend bien,
et est très lisible, une évolution dans les livrets de règles, plus digeste, bref. Et c'est sans compter cette complexité ludique qui parvient à concilier 1000 mécaniques en même temps à enrichir l'expérience du jeu. Mais cet emballement actuel de cette source luxuriante va-t-elle aussi se tarir? Il écrit bien, hein, le père Kwan, hein? Ah, on voit. Ouais, franchement. Hein. On voit que c'est pas moi qui ai écrit ça. Bref, je me demande comment vous projetez votre passion à l'avenir alors que vous y investissez une énergie phénoménale en termes de temps, avec le podcast notamment, et en termes pécuniaires avec l'investissement Kickstarter par exemple. Ça, c'était pour toi. Vous questionnez-vous sur une éventuelle lassitude à venir? Alors voilà, donc toute cette question-là que je trouvais assez intéressante, cette idée que c'est vrai que nous on joue à des jeux, on découvre des jeux. Toi, tu viens de parler d'Ark Nova. Est-ce que ça nous arrive tant que ça de faire genre waouh? Tu vois, si exemple là maintenant je te disais Benji, tu peux plus acheter de jeux. Jusqu'à la fin de ta vie, t'es obligé de jouer à les jeux que t'as. Est-ce que ça c'est vraiment la fin du monde? Bon, moi je trouvais la réflexion de Sébastien hyper intéressante, d'autant plus que c'est pas le premier que j'entends dire ça. Et en plus, on parle finalement d'une expérience qui est assez limitée, puisque lui-même parle de son ami et lui qui ont une expérience depuis 2014, hein, je crois que tu as dit. 2014-2016. Nous, on a une expérience de jeu qui est d'une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans. Et puis il faut se dire qu'il y a des gens, tu vois, quand on parle avec Sébastien, ce que j'adore, c'est que Seb, il a une expérience de jeu de 25 ans. Sébastien Pochon, une expérience de jeu de 25 ans. Et puis quand t'entends parler des gens comme Marc Nunes ou Croc par exemple, ils ont une expérience de jeu de 30 à 40 ans, donc je pense qu'il faut aussi relativiser en fonction de notre expérience à nous. Nous, on va parler avec une expérience de jeu de 10 à 15 ans. Moi, je suis pas très inquiet parce que globalement, je pense que le jeu de société, comme tout objet culturel, alors là je dis que c'est un objet culturel, il faut savoir qu'il y a un peu deux écoles entre des gens qui pensent que ça n'est pas le cas et d'autres qui pensent que c'est le cas, mais bon, si on part du principe que ça en est un, je pense que comme tout objet culturel, il y a en permanence une espèce d'évolution, de phase où ça descend un peu et de phase où ça remonte et où on découvre des choses. Ça fait 15 000 ans, 25 000 ans, 50 000 ans, 150 000 ans que l'homme fait des peintures, et puis en fait aujourd'hui il y a encore des peintures qui sont considérées comme originales. Ça fait un siècle qu'on fait des films, et en fait aujourd'hui il y a encore des films qui sont considérés comme originaux. Mais il y a toujours des moments où, exemple, les films, j'ai l'impression que tous les films sont nuls. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est probablement vrai que de temps en temps, dans les courants, il y a des baisses comme ça d'originalité, et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose. Et moi, je calque assez le jeu de société là-dessus, et je pense que, comme pour la peinture, comme pour le cinéma, comme pour la musique, comme pour tous les autres objets culturels, il va y avoir des moments un peu de down, et puis il va y avoir des moments assez explosifs. Si je vois sur du temps court, l'année dernière, on s'est tous fait la réflexion que c'était pas fou comme année 2021. Tu te rappelles, on avait terminé l'année en disant bon voilà, il n'y a pas eu des trucs complètement dingues. On commence 2022, Ark Nova, tout le monde en parle. Et Ark Nova, il apporte vraiment quelque chose d'assez original dans le fonctionnement quand même. Et je pense que en termes de mécanique, je pense pas qu'on va découvrir des mécaniques de jeu tous les ans, mais si on regarde les 20 dernières années, le deck building par exemple, c'est une mécanique qui est pas vieille. Elle date de 2005, 2010 à peu près. Certains disent Dominion, d'autres disent qu'il y en avait un petit peu avant, etc. Le placement d'ouvriers, c'est pas si vieux non plus que ça, tu vois, c'est pareil, 2005-2010. Et puis sur les 10 dernières années, il y a des gens qui se sont amusés à mélanger les deux. Tu vois, je trouve que Dune Imperium par exemple est un bon exemple de finalement on fait autre chose avec quelque chose d'existant. Et en même temps, ou Darak, c'est vrai. Et en même temps, je suis assez persuadé que de nouvelles mécaniques, il va y en avoir, on va en trouver, ou on va en réinventer, ou on va en reconstruire. Donc moi, pour commencer dans cette réflexion, j'ai quand même plutôt une vision assez optimiste des choses, même si je suis persuadé qu'il y aura des moments de creux et qu'il y aura des moments de moins bien. Non mais moi, j'avoue que je te rejoins assez là-dessus, mais moi j'avais aussi fait la réflexion de, en plus de culturellement, on a des hauts et des bas et tout, moi je pense aussi personnellement, moi j'ai des moments où, c'est drôle parce que ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc on va le filmer, c'était sur les top mes films Marvel préférés. Oui, moi j'ai des moments. On peut en parler d'ailleurs. Non, on n'en parle pas, c'est pas de ça la thématique. Mais en fait, c'est ça, même moi, je me dis, j'ai l'impression que depuis Endgame, je suis un peu genre, j'avoue que je commence à avoir une lassitude, tu vois, de me dire, j'ai l'impression que tout. Oui, non, mais c'est moi qui parle. Hein. Oui, pardon. C'est remarquable, je respecte. Oui, c'est en gentil. maugréant. Mais donc c'est ça, donc même moi, je me dis personnellement, j'attends un moment où je vais en regarder un qui va me faire waouh, et puis ça va revenir au final. Donc je pense que c'est vrai que j'ai essayé de penser, c'est quand la dernière fois qu'un jeu m'a fait genre cet effet waouh. Ark Nova, j'ai eu ce côté. Je trouvais que c'était très original, mais j'ai pas non plus. Tu te dis, ok, c'est le meilleur jeu de l'histoire, tu vois. Je pense que j'ai essayé de réfléchir, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment été comme on dirait au Québec, que je suis tombé sur le cul après une partie, et puis
je pense que, puis bizarrement, j'y ai presque pas rejoué depuis, mais je dirais Nouvelle Contrée. Vraiment, quand j'avais joué à ce jeu-là, c'était quelque chose que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement comme penser outside of the box, comme on dit en anglais, là, cette idée de. Un peu comme The Mind, même si j'aime pas ce jeu. Non, mais c'était sûr qu'on allait parler de The Mind à un moment. Parce que c'est la même chose, mais micro-macro, on en a parlé souvent avec l'épisode avec Pochon, cette idée que. Donc, peut-être que c'est vraiment l'année passée où il n'y avait pas beaucoup de jeux puis on s'est posé la question, mais je pense qu'il y a toujours au moins un truc par année, il suffit de le trouver parce que bien sûr on n'a pas le temps de tout essayer, tous les jeux, mais je pense qu'à chaque année on nous offre une variété de t'as ton gros jeu expert, t'as tes petits jeux un peu d'ambiance, puis c'est vrai qu'il y a des marchés qui sont plus durs à innover que d'autres. Tu sais, j'ai l'impression comme exemple avec les jeux d'ambiance, c'est peut-être plus facile qu'un gros jeu expert. Un gros jeu expert, les gens ils recherchent un peu toujours les mêmes sensations. Si tu sors un gros jeu expert où il faut prendre une carte et la lancer sur le mur, ben les gens ils vont se dire c'est quoi ça, tu vois ce que je veux dire. Alors que pour un jeu d'ambiance, j'ai l'impression que tu peux un peu dire n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Je veux dire le jeu du doigt. On s'entend. Donc j'ai pas fini d'en parler de ce jeu. Donc je pense que je pense qu'il faut varier entre ces deux courbes-là. Donc déjà la lassitude de la culture et puis de l'offre. Et puis aussi la lassitude qu'on a personnellement. Je veux dire, moi, il y a des moments où j'ai envie de jouer à tous les jours, puis des moments où je me dis, j'en ai un peu marre, tu vois. Donc je pense que ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte. Puis c'est peut-être ça qui est arrivé justement à Sébastien qui nous a posé cette question-ci. Suffit que t'es pas vraiment dans un bon mood, et puis en plus de ça, tu découvres des jeux qui te font pas vibrer, puis ça peut vite descendre en fait, tu sais. J'ai vu justement, c'est drôle qu'on parle de ce thème-là cette semaine, parce que tu vois, nous on est sur tous ces groupes de vente de jeux usagés. Ouais. Je sais pas si t'en as vu passer un, mais il y a un gars qui vendait toute sa collection. Parce qu'il a écrit dans le message, j'ai plus cette passion-là. Puis pourtant, il y avait des jeux qui étaient assez récents l'année dernière et tout. Puis en fait, j'ai commencé à réfléchir à est-ce qu'un jour ça va m'arriver, ça que je vais dire, genre, écoute, moi je liquide tout. Pour me venir prendre tout, je veux plus jouer à un jeu de société. Puis bon. Tu me réserves Tekken New. On est d'accord? C'est ça fait des années que je te demande. Tu sais, j'ai pensé à un truc l'autre jour, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse des parties de jeux où on mise des jeux, tu vois. Toi, t'amènes un jeu que moi je veux. Je sais pas. Celui qui gagne, prend le jeu. Comme ça, c'est la seule façon que tu vas avoir Tekken New, hein. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir du coup. Je suis pas sûr de l'avoir. Puis on joue à Nina Villiers, juste pour être sûr. Non, mais dans ce que tu dis, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est que forcément, le milieu du jeu de société se porte bien en termes de croissance économique, donc il y a énormément de choses qui sortent. Ouais. Et puis, comme dans tout milieu qui fonctionne bien, les gens essayent de faire ce qui va sortir et ce qui va marcher. Ouais. Donc il y a une espèce de... Bon, c'est pas très gentil ce que je vais dire, parce qu'en plus je suis assez consommateur, mais de Disneyisation des choses, où en gros on se dit, il faut sortir un gros jeu sur Kickstarter avec des figurines et 4 extensions. Et puis ça marche. Et je pense que certains d'entre nous, peut-être, peuvent parfois ressentir un peu de lassitude face à ça, parce qu'on a l'impression du coup de se faire un peu avoir en tant que consommateur. Ouais. Et en même temps, on peut faire la comparaison avec les Marvel ou avec les Star Wars. De temps en temps, tu sens qu'ils en sortent pour en sortir, et puis c'est de la merde. Et puis de temps en temps, t'as un Mandalorian qui sort. Puis t'es comme, tu vois, et tu fais, waouh, ça c'est original, je m'y attendais pas. J'espère que probablement que ce que je suis en train de dire va en faire hurler certains, mais moi j'ai vraiment ressenti ça devant le Mandalorian en me disant, ça c'est un truc nouveau dans l'univers Star Wars, alors que juste avant. Encore une fois, je suis désolé, j'enfonce des portes ouvertes avec des sujets qui en fait font hurler des millions de gens sur la toile, mais les 7, 8, 9 par exemple, pour moi n'ont aucune originalité, c'est de la daube absolue et ça n'a aucun intérêt. Et je pense que dans le jeu de société, il y a la même chose. Alors là, je vais pas me faire risquer à sortir des noms de jeux, mais il y a des jeux qui sont surproduits en financement participatif. On se fait avoir, des moi jeux le premier. Non, mais en plus des jeux que j'ai pris, tu vois, pour certains, on se fait avoir, et puis ça peut dégoûter. Et en même temps, de temps en temps, il y a vraiment des gens honnêtes, et puis je pense que c'est la majorité d'ailleurs, authentiques, qui ont envie de sortir un vrai jeu. Et puis comme le dit Sébastien, on a maintenant la possibilité d'avoir des jeux qui sont d'une production quand même effectivement bien meilleure que les jeux d'il y a 15-20 ans. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les producteurs, etc. Et puis on se relance un petit peu dans la vibe. Je crois vraiment à ça. Il y a de temps en temps une moyennisation un peu désagréable des choses, mais dans cette moyennisation, il peut encore y avoir des belles surprises, heureusement. Moi, j'avoue que moi j'ai un petit... je commence de plus en plus à avoir un petit coup de gueule qui est en train de monter en moi contre Kickstarter. Et puis... écoute, on a déjà eu parlé dans les épisodes qu'on a fait sur Kickstarter et tout. Moi, j'étais pas le plus Kickstarter, puis je t'avoue que je le suis encore moins. Si on referait un épisode, je pense que j'avouerais que moi... J'ai vraiment envie de boycotter Kickstarter parce que je trouve que ce que tu viens de parler, cette idée de Disney, je sais pas trop comment t'as dit, Disneyification, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur la Terre qui pensent qu'à faire de l'argent. Puis je pense que ces gens-là, ils n'ont jamais touché aux jeux de société parce qu'ils disaient il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Maintenant, quand ils voient des gars comme Benji mettre 300-400 balles sur une boîte... Ma chérie, c'est pas vrai. Non, mais je pense qu'il y a aussi, il faut faire
attention à ça parce que quand les gens sont capables de voir, tu sais, là, tu te dis, les films, mais moi, aller au cinéma, ça me coûte 20 balles. Si quelqu'un réussit à trouver une façon de faire dépenser, tu vois, 400 balles à chaque 2 mois, c'est dangereux, tu vois. Puis, je suis pas en train de dire si vous êtes sur Kickstarter vous êtes des fous, pas du tout parce que j'en attends encore 5-6. bien. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté où il faut faire attention, tu vois, j'ai passé à 2 doigts de backer ce Great Wall, un peu wow, sous l'effet wow, puis là finalement je vois qu'il est dans ma boutique de jeu, je l'achète, ok j'ai pas de figurine, ok j'aurais pas 12 extensions, mais lors de l'épisode qu'on a fait sur les extensions, on l'a même avoué nous-mêmes qu'on jouait pas aux extensions. Donc c'est vrai que moi de plus en plus je me dis, après, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple parce que Awaken Realms, c'est sûr que la majorité des boutiques, ils vont acheter leur jeu de toute façon. Mais je me dis, si je vais sur Kickstarter, c'est vraiment pour encourager le petit jeu qui essaie, tu vois, comme Earth, c'est le dernier que j'ai backé. Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment besoin d'un petit coup de main. Mais quand je vois ces grosses compagnies qui nous sortent des jeux pis des campagnes à n'en plus finir, déjà, moi, c'est pas mon kiff, mais en plus de ça, je me dis, je pense que c'est dangereux pour le milieu. Moi, je pense. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Awaken Realms a envoyé un mail cette semaine sur ISS Vanguard, là, qui est un jeu que j'ai backé et que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ouais. Et puis, à la fin de leur mail, ils ont voulu faire un espèce de comment sur le financement participatif en ce moment, en disant, bah voilà, nous, le financement participatif, c'est ce qui nous fait vivre depuis le début. Hein. Ils sont, à ma connaissance, exclusivement sur du financement participatif au début, et puis ensuite, certains de leurs jeux sortent en boutique, et ils disent on a bien conscience que le financement participatif ça fait parler en ce moment et qu'il y a des gens qui le critiquent fortement, ce que tu viens de dire, et puis en même temps bah, nous on a envie de continuer, et ils avaient un discours qui était de dire il faut un financement participatif qui soit éthique en gros, c'est-à-dire qu'il faut pas faire n'importe quoi sur le financement participatif, et en même temps, encore une fois, les jeux de Awaken Realms, typiquement, les jeux de Mind Clash Games, d'autres types d'éditeurs, c'est des jeux qui seraient difficiles à sortir dans le milieu traditionnel, et ce qui leur permet quand même de vivre derrière, c'est en sortant ces jeux-là sur le financement participatif, parce que c'est des gros jeux, parce que c'est des jeux surédités, mais il y a des gens qui sont prêts à les acheter, nous les premiers, on est plutôt contents de recevoir ce qu'on reçoit, et puis on continue à les acheter derrière, donc je pense que c'est David, je crois qu'il disait ça à un moment donné, si on est vraiment pas content, bah, on va arrêter de le faire et on va arrêter de l'acheter, tu vois. C'est clair. Mais bon, je sais pas, je pense qu'il faut se méfier de Kickstarter. Je pense que il y a beaucoup d'influenceurs sur YouTube, sur Instagram qui sont là pour justement nous dire allez-y, n'y allez pas, faites gaffe à ça, etc. Il y a un peu, je pense que maintenant il y a une espèce de checklist, c'est les Martins qui disent ça là sur le podcast, une espèce de checklist avant d'aller sur un Kickstarter, parce que bah voilà, si c'est une première campagne, faut un peu faire gaffe quand même. Si c'est un truc qui a l'air hyper surproduit mais qu'on connaissait pas les gens, faut faire gaffe. Si certaines choses sont pas claires sur la page de la campagne, faut faire gaffe. Je pense qu'il faut consommer de manière réfléchie quand on va sur Kickstarter ou quand on va dans sa boutique. Mais je pense quand même que Kickstarter permet de faire vivre certaines boîtes d'édition qui vivraient plus difficilement dans le milieu traditionnel, qui passent par 2 ou 3 intermédiaires, et permettent de faire naître des projets qui auraient plus de mal à naître par le milieu traditionnel. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur un épisode Kickstarter alors que pas du tout, mais en même temps, si on parle de l'avenir des jeux, c'est sûr qu'on peut pas ignorer le financement participatif. Puis je pense, je me demande, je te pose une question. Une petite question pour toi, Benji. Je t'écoute. Imagine Anachronie, ok? J'imagine. Jusque-là, tout se passe bien. C'est exactement le même jeu, ok? Oui. Mais ça ressemble à genre les châteaux de Bourgogne. T'aimes plus ce jeu? Est-ce qu'il faut qu'il y ait les figurines? Je sais que tu dis toujours un peu en blague, mais est-ce que vraiment... Je sais pas comment dire, parce que tu dis ouais mais tu sais sinon ils pourraient pas avoir ces jeux là, oui mais s'ils étaient d'une autre façon, puis tu sais maintenant qu'on a goûté à ça, les grosses figurines puis le truc, puis tu sais Subterra tu joues dans le noir, puis tu sais plus tu nous en mets plus on en veut, tu vois, mais ça devient presque une moi drogue. Je pense qu'en fait t'as un peu répondu à ça, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille absolument qu'il y ait ça, et d'ailleurs moi j'aime toujours quand les boîtes proposent des versions Meeple par exemple, typiquement The Great Wall, sur la campagne, la première il y avait une possibilité, tu pouvais l'acheter avec Meeple et l'autre avec les figurines. En fait, ça, je trouve ça hyper cool de la part des boîtes, parce que si tu aimes les figurines, bah ok, tant mieux, tu vas pouvoir mettre un peu plus de sous dedans. Il y a des gens qui aiment beaucoup peindre, les figurines, ça vient de là quand même. Moi, j'ai fait du Warhammer pendant longtemps. Warhammer, t'avais envie de peindre tes figurines, mais en fait, dans la pratique, j'en avais acheté beaucoup plus que je n'en peignais. Donc, j'avais une grande partie de mes armées qui n'étaient pas peintes. Si t'aimes les figurines, tu les achètes. Si tu les aimes pas, tu prends des meeples. Mais à titre personnel, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de changeant dans l'immersion dans le jeu, selon le fait que tu mettes ton petit standy, ton petit ouvrier d'Anachronie dans l'exosquelette, ou que tu le mettes sur un hexagone rectangulaire tout plat. Je trouve que tu vis pas la même émotion quand tu joues à ça. Mais
encore une fois, j'ai tout à fait conscience que c'est très personnel. The Great Wall, j'ai beaucoup hésité à le baquer, franchement, en me disant, mais en fait, est-ce que je veux les figurines? Est-ce que je veux ces figurines? Mais je trouve que t'imaginer en train de défendre la Grande Muraille en bougeant ton petit chevalier versus en bougeant ton petit meeple, c'est pas la même émotion. Ouais, les meeples sont quand même cool. Mais ils ont la forme du cheval. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait. Mais tu vois, déjà, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer sur la construction même du meeple. Oui. Tu vois, le jeu, t'avais parlé de ce jeu Oak. Oui, où tu mettais des petits. Tu mets des petits trucs sur les meeples et puis tu les améliores finalement. C'est ce que dit Sébastien. Je pense que le jeu, dans les 5 dernières années ou 10 dernières années, a vu son édition beaucoup changer et devenir de plus en plus, comment dire, un peu sexy, quoi, en gros. Et ben, j'ai l'impression qu'on en est plutôt content. Et après, est-ce qu'on va toujours acheter des jeux très sexy? Il y a quand même des jeux qui sortent qui ont des niveaux d'édition moins élevés, qui sont moins chers, parce que bien sûr, rendre sexy un jeu, ça coûte des sous, hein, c'est évident. Et puis, bah, il y a quand même un public aussi pour acheter ces jeux-là. Et toi et moi, on est les premiers de temps en temps à acheter des jeux qui sont pas surédités, quoi. Je sais pas si typiquement Ark Nova, qui est loin d'être surédité. Si personne m'avait dit, j'aurais jamais, je pense, acheté sûr. Même s'il y a des animaux sur la couverture, on dirait un jeu Discovery Channel. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que je repensais à Wingspan, tu vois, un jeu qu'on on parle de mécanique originale, pas originale, la mécanique, pardon, mais le thème. Je me souviens, la première fois que j'avais vu ce jeu, j'étais comme, mon Dieu, la production est tellement incroyable, tout. Ça reste un super de beau jeu, mais j'ai l'impression que si ça sortait aujourd'hui, je serais comme, ah ouais, c'est un beau jeu. Mais je me souviens, à l'époque, quand il est sorti, c'était comme, ah, mais t'as vu les petits œufs, pis tu sais, mais maintenant, il y a tellement de jeux qui sont magnifiques que ça devient presque, on devient presque blasé, comme il disait avant, tu sais. Je veux dire, tu sais, tu sors, exemple, j'avais dit que j'en parlerais plus, mais tu sors Everdell sur une table, bah, tout le monde fait genre, ah, waouh, c'est trop beau, c'est le truc que tout le monde dit de ce jeu-là. Dans 10 ans, on va être rendu à un point tellement intense que Everdell, il va être moche, tu vois, c'est un vieux jeu à la demande. Bah, je reconnais qu'il y a un niveau de standard de base qui, je pense, a un peu monté. C'est-à-dire que, typiquement, l'exemple que je donne souvent, moi, c'est que maintenant, j'ai toujours un petit peu de mal avec des plateaux qui sont plus des plateaux double couche. Je dis, merde, tu vois, encore une fois, Ark Nova, sans vouloir parler que de ça, mais il y a plein d'autres jeux que j'achète où il n'y a pas de plateau double couche et tu dis, oh, fais chier quand même, t'as tous les trucs qui bougent. T'as raison, je pense que les standards ont un peu évolué. Bon, à titre personnel, je m'en plains pas. Non, c'est clair. Je m'en plains pas. Après, faut aussi se dire que le jeu de société, je fais un tout petit peu de sociologie de base, mais le jeu de société, c'est quand même un produit assez luxueux, qui coûte cher et puis qui est pas accessible à tout le monde. Donc ça, faut en avoir conscience. Et puis, bah, peut-être qu'il faut quand même rester là aussi raisonnable et puis essayer de pas partir sur tout et n'importe quoi. Mais je dis ça en ayant bien conscience que je suis un mauvais exemple pour ça, clairement. Mais c'est vrai que moi, je me dis tout le temps, c'est dangereux de rendre quelque chose addictif. Puis j'ai l'impression que le jeu de société, cette idée de collectionnite, tu vois, moi, ces temps-ci, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux poster Marvel United, tu vois, ils ont acheté le tout. Puis tu sais, franchement, tu vois, c'est comme une pièce remplie de figurines de Marvel. Puis c'est comme, il y en a combien là-dedans qui vont vraiment s'en servir de un, puis il y en a combien qui c'était vraiment juste comme on dit, du FOMO, tu vois, du fear of missing out, cette idée que je veux pas être le seul qui a pas cette figurine-là. Moi, je t'avoue que même moi, j'en ai comme 8 de ces figurines. Déjà, je trouve que c'est trop. Puis je me disais, mais ce serait quand même cool d'avoir tous les autres, tu sais. Puis ça te rentre un peu dans la tête parce que tu veux faire partie du groupe. Donc c'est vrai que, tu sais, moi, je me dis, si quelqu'un en ce moment est chez lui, il regarde n'importe quelle chaîne YouTube, puis qu'il n'y a pas Ark Nova chez lui, il faut qu'il aille s'acheter Ark Nova, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde parle de ça, puis tu veux pas être celui qui est left out, tu vois. Alors que si, exemple, tu suis des youtubeurs qui parlent de films ou je sais pas trop quoi, ok, tu vas regarder le film, ça te coûte pas cher, mais tu vois, s'il faut toujours que tu t'achètes les Ark Nova, puis qu'ils sont dans le fond. Oui, mais pour les films, on oublie qu'en fait, là, actuellement, il faut avoir Netflix, Disney+, HBO Max, machin. Ou tu les télécharges. Oui, bon, d'accord, mais et puis à une époque, il fallait avoir les DVD, puis les Blu-ray, puis il fallait avoir un écran géant, tu vois, il y a toujours cette course à la consommation. Moi, j'ai un peu deux visions là-dessus qui s'opposent. La première, elle est médicale, c'est que dans le fond, une addiction qui te fait pas de mal, moi j'ai pas trop de soucis avec ça. Je l'avais déjà dit, mais moi je vois des gens tous les jours que les addictions font souffrir. En fait, moi, mon addiction de jeu de société, elle fait de mal à personne, tu vois. Sauf ta femme. Mais non, mais même pas, parce que voilà, dans le fond, on s'est jamais mis dans la difficulté financière à cause d'un jeu de société. Si ça devait arriver, là pour le coup, c'est pas la même chose. Si des gens se mettent en difficulté financière pour baquer, là on atteint un degré de souffrance potentielle. Mais sinon, en fait, pour la majorité des gens, tout le monde collectionne des choses. On avait déjà eu cette discussion. Tu vois. Il y a des gens qui ont des vins, des whisky, des timbres, des pièces, des voitures. Enfin, je veux dire. Donc ça, c'est la vision un peu médicale des choses. Et puis du coup, moi, je relativise totalement. Vous avez envie d'avoir tous les Marvel United, tant mieux pour vous. Vous avez les moyens de le faire, il n'y a pas de souci. La deuxième vision qui s'oppose un peu à ce que je viens de dire, c'est une vision plus écologique. C'est-à-dire jusqu'à quand, par contre, on va produire du plastique à fond. Et puis, je trouve que là, ça commence un petit peu à arriver. Et puis à faire dire aux producteurs, on va juste se calmer sur les tonnes de plastique. Alors, Simone n'est absolument pas le bon exemple de ça, clairement. Mais beaucoup d'autres éditeurs de jeux commencent à dire, on va pas vous
faire une tonne de plastique et puis on va essayer de trouver d'autres façons d'apporter une plus-value à notre jeu. Et puis là, en tant que consommateur, peut-être qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Je sais pas si t'avais vu ma vidéo que j'ai faite sur Gutenberg, mais le jeu, il est écrit sur le jeu sans plastique. Ouais, mais je trouve que c'est une idée géniale. Je pense que c'est un bon marketing d'avenir. Tu vois, l'avenir du jeu de société, je pense que ça va passer par là. Devenir quelque chose un tout local aussi. Ouais, tout à fait. Il y a des boîtes maintenant qui essaient, comme les jeux Hopla, qui essaient de faire des jeux qui sont que en France. Et puis, mais je pense que le Covid là-dessus a fait du bien. On se rend compte à quel point on était complètement dépendant de la Chine. Et puis écologiquement, c'est quand même une catastrophe. Donc si on arrive à rapprocher les jeux de chez nous, après les rapprocher de chez nous, ça va augmenter les coûts de production, ça va augmenter le coût du jeu. Mais ça veut dire peut-être qu'on va pas en acheter 4 puis on va en acheter un, mais on va l'aimer encore plus. Peut-être. Mais en tout cas, moi, sur l'avenir du jeu de société, je suis plutôt confiant. Je pense qu'on est sur quelque chose qui va continuer à se développer. Est-ce que ça va continuer à se développer à cette vitesse-là? Probablement pas, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va s'installer là maintenant autour du jeu de société. Et puis, à titre personnel, parce que ça aussi, c'est une question intéressante, est-ce qu'il y aura de la lassitude? Peut-être, un jour, il y aura de la lassitude et peut-être que on vendra tous nos jeux ce jour-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Puis on fera un podcast de couture ou quelque chose comme ça. Peut-être. De tricot. Mais tant mieux. Je veux dire aussi, c'est bien si nos goûts évoluent et puis qu'on passe à autre chose et qu'on a envie de faire d'autres choses. On fait quoi si je me lasse de toi? Je serais triste. Ça me prenait quand même une petite pique dans l'épisode. Ouais, non, c'est vrai que jusque-là, t'as été plutôt gentil. Et puis maintenant, pour notre question de la semaine, on était intéressé de savoir comment vous voyez l'avenir des jeux. Est-ce que, tu vois, ça peut être sur le financement participatif, mais peut-être plus en général, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une lassitude? Vous voyez ça comment? Dites-nous ça, envoyez-nous ça, soit vous l'écrivez en commentaire de la vidéo YouTube, sur la page Facebook quand je vais poster l'épisode, ou sinon vous m'envoyez un email à jouton@gmail.com, ou sinon vous pouvez m'écrire sur Board Game Arena si vous me croisez. Apparemment c'est quelque chose qui se fait maintenant. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à notre troisième segment qui est notre top 5. On a un peu cherché pour la thématique de cette semaine, puis je me suis dit, écoute, il y a les vacances qui arrivent bientôt. Moi, je pense que à ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un top 5 petits jeux qu'on peut amener avec nous en vacances. C'est une bonne idée ou pas? C'est une excellente idée, man. Alright. Donc ça veut dire que moi je vais vous faire mon classement donc des numéros 5 à numéro 1. C'est pas nécessairement que je trouve que le 1 est meilleur que le 5. C'est hyper original pour un top 5. Mais de quoi? Je vais vous faire mon classement du numéro 5 au numéro 1. Oui, mais attends, tu m'as pas laissé finir. Ah, excuse-moi. Ça veut pas nécessairement que le premier est meilleur que le 5e, c'est juste qu'il est plus petit. Donc je l'ai fait en ordre croissant. Ça, c'est original. Ça, c'est original. Donc voilà, ça veut dire que mon numéro 5, les 5, je les aime beaucoup, puis je les fais du plus gros, vous allez voir, il est quand même pas gros, au plus petit. Donc, toi, t'avais aussi fait comme ça ou Oui, à peu près, ouais. Ok, donc moi, je vais y aller avec mon numéro 5, qui est aussi le plus gros jeu que j'ai sur cette liste, c'est le jeu Skull. Je trouve que si vous allez à quelque part en vacances, puis que vous êtes plus que 4 personnes, 4, 5, 6, c'est toujours cool d'avoir des petits jeux de bluff comme ça. Ça aurait pu être Perudo, mais Perudo dans des valises, ça fait du bruit, toutes les dés et tout, et puis ça prend un peu plus de place. Donc, Skull, c'est vraiment un jeu de bluff où on va avoir, tout le monde a des cartes qui a soit un crâne ou une fleur dessus, et le but c'est que on va en poser une des deux et les gens autour de la table devront soit surenchérir ou devoir faire un appel, donc de dire combien vous croyez qu'il y a de fleurs sur la table. Une fois que personne surenchérit, combien tu peux retourner de cartes sans retourner un crâne. C'est ça. Donc une fois que, exemple, si moi je dis 3, Benji pourrait dire 4, puis on continue comme ça jusqu'à ce que personne aille plus haut que le chiffre à Benji, et il doit trouver ces fleurs-là. S'il trouve un crâne, c'est foutu. Et puis il doit les trouver en commençant par les siennes. Avec les siennes. Ça, c'est toujours le petit... En fait, c'est ça que je trouve le plus cool. Parce que des fois, tu fais des gros bluffs en te disant ah non, mais j'ai surenchéri, puis personne surenchéri, puis t'es comme ah merde, moi j'ai mis du crâne. J'adore ça. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc toi, ton numéro 5, plus petit jeu. Alors, mon numéro 5 des plus petits jeux, c'est Space Corp 2025-2300 AD. C'est quoi là? Tu connais? Non, pas du tout. Alors, bon, en fait, moi, j'en avais pas grand-chose à faire de ton thème parce que je savais pas du tout si j'allais en avoir suffisamment 5. Et puis, j'ai suivi l'avis d'amis sur le Discord qui m'ont dit, mais en fait, fais ton top 5 espace. Hey, j'ai vraiment perdu le contrôle de mon podcast, en fait. Et quand David est pas là pour me faire 12 mentions honorables, toi, tu suis même pas le thème du podcast. Je suis tellement heureux de ce que je viens de faire. Donc j'ai vraiment l'impression de désobéir à mon papa, quoi. C'est tellement drôle. Donc toi t'as aucun petit jeu, c'est juste des jeux thématiques espace. Ouais, si, il y en a qui sont plus petits que d'autres.
Bon, ok, écoute, je te laisse faire. Get it out of your system. Vas-y, ton numéro 5, Space Corp, machin. Alors, d'abord, j'ai 2 mentions honorables que j'ai oubliées. Mais j'ai dit très vite. La première, c'est Beyond the Sun. C'est juste que, bien sûr, qu'il devrait être dans un top 5 espace, mais je ne l'ai pas encore joué à mon grand regret. Et la deuxième, c'est Living Earth. T'as mis un jeu dans ton top 5 que t'as jamais joué. Non, il n'est pas dans mon top 5, c'est ma mention honorable. Mais alors, tu le sais même Mais pas. parce que si, j'ai envie d'y jouer justement. Et la deuxième que je n'ai pas joué non plus, c'est Living Earth. Et puis là aussi, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un du Discord et qui a l'air d'être deux jeux sur l'exploration spatiale qui sont vraiment extraordinaires. Donc ceux-là, c'est mes mentions honorables qui un jour probablement seront dans mon top 5. Et puis mon premier donc du top 5, c'est Space Corp, top 5 espace, Space Corp 2025-2300. T'en as entendu parler de ce jeu? Pas du tout. Est-ce que tu peux juste répéter le titre? Space Corp 2025-2300 AD. Encore une fois? Non, c'est bon. Je vais voir combien de fois je peux te faire. Salaud. Et c'est un jeu de John Butterfield qui a été traduit en français et localisé en français et qui est clairement un jeu d'exploration spatiale où vous allez jouer sur 3 plateaux différents. Le premier, c'est un plateau où vous partez de la Terre et puis c'est le système solaire. Le deuxième, c'est un plateau où vous partez du système solaire et puis sur les galaxies à côté. Et puis le troisième, c'est encore plus loin. Et donc petit à petit, vous allez développer vos capacités d'aller de plus en plus loin. Donc développer des technologies pour avoir des vaisseaux de plus en plus importants, développer des bases pour pouvoir aller sur certaines bases et puis collecter des points qui vont vous permettre de faire des points de victoire, etc. C'est un jeu qui, en termes d'édition, n'est pas très sexy pour le coup, hein, il est assez aride, mais en termes de plaisir prêt à jouer, c'est vraiment une très très belle expérience. Et puis donc il va se jouer en 3 temps sur les 3 plateaux, et puis à chaque fin de premier temps, vous allez avoir un espèce de prédécompte qui va vous donner un certain nombre d'avantages pour la partie d'après. C'est un jeu qui se joue en solo et c'est un excellent solo que je vous recommande vraiment. Donc Space Corp 2025-2300. Alright, on revient à ton top 5 à toi. À mon top 5, qui est beaucoup plus intéressant, on va l'avouer. Certains l'avoueront en tout cas. Mon numéro 4, donc on descend un petit peu plus petit que Skull. J'ai mis le jeu Citadel. Faut savoir que moi j'ai l'ancienne édition, parce que j'ai vu maintenant quand tu le vois en boutique, des fois elle est énorme la boîte, puis il y a 2-3 modules dedans, je sais pas trop pourquoi, mais moi j'aime bien la petite boîte avec les rôles, les cartes et tout dedans. C'est un des plus vieux jeux que j'aime encore jouer beaucoup. Le seul gros problème que j'ai un peu, c'est quand tu te fais toujours assassiner, ça peut devenir long et chiant. Bon, tu sais que je n'ai jamais joué. Hein. T'as jamais joué à Citadel? Non, je sais. Ah non, il est très cool. Ouais, et puis donc, c'en est un que j'ai joué, tu pourrais potentiellement y jouer à 2, c'est pas la configuration idéale. Ouais, parce que c'est plutôt un jeu de groupe quand même. Ouais, 4, 5, 6 dans ce coin-là. C'est ça, ouais. Un peu comme Skull au final. Mais c'est vrai qu'on a eu joué parce qu'il y a un moment où Nadia elle aimait vraiment beaucoup ce jeu, puis on faisait des parties à 2. Ça va, c'est pas non plus horrible, mais ouais. Donc il y a le moyen de le faire. Encore une fois, un jeu à prendre dans ses valises. Vous pouvez même le sortir de la boîte puis le mettre dans un sac Ziploc, ce que je fais assez souvent, comme ça il est encore plus petit. Dans un sac? Un sac Ziploc. C'est quoi ça? Un sac refermable. Ah, les petits sachets là? Ouais. De cocaïne? Ouais. Ceux qu'on a tous chez nous par centaines. Genre un armoire de. C'est ça, sacs, ouais. Je me dis toujours si les flics viennent chez nous et qu'ils découvrent tous ces petits c'est quoi sachets, tout ça? On est Moi, franchement, je vous assure que c'est pour des meeples. Ah non, moi je dirais, je vous assure que c'est pour la coke, je pense que j'aurais moins honte. Alors, ton numéro 4, jeu espace. Donc, mon numéro 4, jeu espace, c'est Race for the Galaxy. Ouais. Bon, je vais pas en parler 3 plombs, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Tom Lehman, qui est donc réédité chez Matago. Matago, d'ailleurs, vient de ressortir ou va ressortir dans peu de temps les extensions de Race for the Galaxy. Je trouve qu'il y a une mécanique de jeu qui est excellente dans ce système-là où on joue les mêmes actions, mais en même temps. Et puis, du coup, quand moi je joue l'action avec la carte qui la nomme, j'ai un bonus par rapport à toi, mais en même temps, je vais quand même jouer ton action à toi. Ça, je trouve que c'est vraiment top. C'est dans Terraforming Mars, ça reste que ça a été repris d'une très bonne manière, je trouve. Mais dans Race for the Galaxy, il y a quand même ce truc où vous développez votre univers petit à petit. Et puis, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, ça, développer mon espace, etc. Donc Race for the Galaxy, un super jeu qui vieillit bien, hein, puisqu'il commence à avoir quelques années. Hein, mais qui est toujours aussi moche. Mais qui est toujours aussi moche. Il vieillit bien mécaniquement, effectivement, en termes de DA. T'as déjà fait celui avec les dés? Non, jamais. Non. Jamais. C'est pas la mécanique que j'aime le plus, donc les dés? Ça m'attire pas tant que ça. Alright. Ensuite, on passe au numéro 3. J'aurais presque pu... peut-être qu'on va avoir un petit crossover. Parce que c'est drôle, ça. Star Realms. Non, je l'ai pas mis. T'as pas mis Star Realms? Non. Bon, moi j'ai mis Star Realms, mais du coup j'ai mis Hero Realms, c'est celui-là que j'ai failli être mon jeu de la semaine, parce que je l'ai découvert il y a 2 semaines maintenant. Puis c'est vrai qu'on en avait parlé quand on avait parlé de Star Realms, tu m'avais dit, tu aurais peut-être essayé Hero Realms. C'est vrai qu'il m'attire plus.
c'est exactement le même jeu. C'est le même jeu, ouais. Donc, finalement, que ce soit un ou l'autre, mais ces deux-là, franchement, au niveau de l'expérience deck building in a box, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est vraiment. tout à fait d'accord. C'est exactement le jeu. Au final, tu nous as parlé un peu en off de. Tu te lassais un peu de Clank Legacy parce que tu sais que c'est toujours un peu la même chose. Ben là, c'est vraiment. On sait à quoi s'attendre avec Hero Realms parce que c'est que ça, quoi. Ouais. Et puis je trouve que vraiment si tu veux apprendre le deck building, c'est le meilleur jeu, je pense, parce que c'est pas non plus trop facile. Tu vois l'intérêt qu'il peut y avoir et t'es pas nécessairement obligé de toujours jouer avec les mêmes personnes. C'est vraiment... Non, j'aime beaucoup ce jeu. Puis c'en est un que vraiment je dis je le sors pas assez souvent parce qu'il y a pas 12 000 figurines. Puis tu sais, on a l'impression maintenant que les petits jeux comme ça sont moins intéressants, mais il est solide, je trouve. Ouais. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que... Alors je me lasse de Clank Legacy, dis pas ça parce que le pauvre David va être triste, mais effectivement je trouve que je me rends compte que moi le deck building j'aime bien ça quand ça va quand même relativement vite. Ouais. Et puis passer 2 heures de partie sur que du deck building, je trouve qu'à un moment donné ça ronronne un petit peu, donc heureusement bon, voilà, la table de jeu est géniale et puis en général il y a des jolies petites choses à grignoter à gauche et à droite là qu'on se partage avec Karine, donc mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que Star Realms ou Hero Realms qui sont effectivement exactement les deux mêmes, ça c'est du deck building mais juste parfait parce que vous avez vraiment toutes les mécaniques qui sont dedans, vous vous régalez et puis ça dure 10 minutes. Ouais. 10 minutes la partie est finie, vous en faites forcément 2 ou 3 en même temps et c'est un vrai plaisir, donc je partage tout à fait ton point de vue dans ton top 5 espace. Petite anecdote, je trouve ça assez drôle parce que je pense qu'on avait parlé quand on avait parlé de Star Realms, ces cartes inutiles pour compter les points. Oui. Je sais pas si t'as vu dans Hero Realms, ils ont fait un autre système qui est un petit peu mieux. Ok. En fait, t'as 2 cartes, puis t'as juste besoin de la glisser pour montrer ton score. T'es pas obligé de les retourner 12 à la fois. Alors moi j'ai arrêté avec ces cartes, j'ai une application. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi ils insistent à non, on veut mettre des cartes pour compter nos points. Ouais, c'était bon. Je pense qu'ils étaient dans l'idée d'avoir le plus de cartes possible, mais. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais ils vont faire un Hero Realms ou Star Realms Legacy. Oui, j'en ai entendu parler. Donc après, au final, ça va revenir à la même chose que Clank, mais ouais, assez intéressant. Donc, si vous êtes fan de l'univers, voilà. Ton numéro 3, Benji. Mon numéro 3, c'est Eclipse. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai testé avec les frères Kessler, ça fait 2 fois que je leur fais un petit clin d'œil là cette fois-ci, mais Eclipse c'est un gros jeu 4X, mais bon, en même temps, voilà, c'est pas un énorme jeu comme Twilight Imperium qui aurait pu finir dans ce top 5 si je l'avais déjà joué, mais en l'occurrence je l'ai jamais joué. Twilight Imperium on me dit que c'est 5-6 heures de jeu, Eclipse on a fait 1h30 de jeu. Je pense que quand tu connais le jeu et puis que tu vas quand même réfléchir un peu plus à ce que nous on a fait, peut-être que ça dure 2 heures, mais vraiment je crois que ça dépassera pas les 2 heures. Et puis en même temps quand même dans Eclipse vous êtes en train de développer votre univers, vous retournez des tuiles qui vous montrent ce qui se passe à côté, vous avez du combat, vous avez de l'exploration, vous avez de l'exploitation, etc. C'est vraiment un... Ouais, c'est un chef-d'œuvre, hein. Le jeu il est extrêmement beau pour le coup, il est hyper produit. Alors là, on n'est pas dans un crossover possible parce que la boîte est juste énorme. Je me demande si c'est pas une des plus grosses boîtes que j'ai maintenant. Alors peut-être le Anachronie Big Box qui est un peu plus gros, mais c'est vraiment une très très grosse boîte. Et c'est un jeu que je trouve absolument excellent et où là. Bah, en fait, je lui pardonne ces quelques défauts mécaniques parce que thématiquement parlant, t'as vraiment l'impression d'être accroché. Ah ouais, vraiment, t'es dans Star Trek, t'es en train de passer d'un monde à l'autre, c'est excellent. Eclipse. Alright, mon numéro 2, c'est un jeu que j'avais oublié pendant longtemps, puis je l'ai pris avec moi en voyage d'études, puis dans le train avec les élèves, il y en a qui venaient me voir, hey, monsieur, est-ce que vous avez un jeu? Puis j'allais leur amener ce jeu-ci, souvent, Hanabi. Ouais. Un tout petit jeu, donc tout petit jeu de cartes d'Antoine Boza. Ça, c'en était un que j'avais acheté vraiment dans mes tout débuts quand j'avais enfin compris ce que c'était le Spiel des Jahres, et puis quand j'avais vu qu'il y avait de Ciares, pardon, même si les deux on le dit faux, mais bon. Et puis lui il avait gagné, je sais plus en quelle année, mais bref, j'avais acheté ce jeu-là et c'est tellement fluide comme jeu, puis encore une fois on parlait de mécanique un peu originale, cette idée de tu prends tes cartes mais t'es le seul qui les voit pas, c'est tellement, puis tu sais à chaque fois tu vois les gens sont un peu, ils les prennent du mauvais côté, oh non pardon, il faut les mettre de l'autre côté, et puis ça j'ai fait beaucoup de parties à 2, puis même à 2 je trouve que ça tourne quand même assez bien, donc c'est un que je prends toujours avec moi en vacances aussi. Il y a cet esprit de coopération qui fonctionne à merveille, alors que des fois dans des jeux c'est un peu tu vas un peu forcer l'autre à faire quelque chose, alors là c'est vraiment t'as besoin de l'autre personne autant qu'eux ils ont besoin de toi. Et puis mes élèves ils ont tous adoré, je leur montrais autre chose, j'ai sorti aussi Star Realms pour 2 élèves, ils ont trouvé que c'était presque trop complexe, ils ont redemandé Hanabi il passe partout, puis je pense que si vous partez en vacances quelque chose avec la famille, c'est toujours cool de prendre un petit Hanabi qui est pas trop compliqué, puis en plus si vous voulez le rendre encore plus complexe, il y a cette petite extension des... l'arc-en-ciel là. Ouais, les arcs-en-ciel que j'ai jamais utilisé parce que je pense que c'est trop, mais voilà. Donc Hanabi c'est mon numéro 2. Ouais.
Excellent jeu, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui a été réédité il y a pas très longtemps, du coup qui est dans une box je crois un peu plus grosse que celle dont tu parles, parce que Il y a moi même- j'ai vraiment la toute petite boîte carrée là, probablement comme toi là, qui est en métal là, qui Ah s'équipe, non, moi j'ai un petit peu plus grosse. Ouais. Ah ok, alors moi j'ai vraiment une toute petite boîte, pour le coup tu peux l'emporter même dans ta Mais poche. ils ont même fait tu peux avoir une grosse boîte où c'est des énormes cartes. C'est vrai, bah, mais ça la s'appelle dernière les grands feux ou je sais plus. Ah non, ouais, je sais pas si c'est ça, mais ils avaient mis des espèces de petits decks, de petits docks là sur lesquels tu pouvais clipper tes cartes pour. Ah ben, c'est je suis sûr que c'est plutôt bien fait. Donc voilà, ton numéro 2, Benji. Mon numéro 2 des top 5 espace. Beaucoup plus intéressant que 5 petits jeux. Mais c'est quand même un petit jeu. Alors mon numéro 2, j'ai failli te faire un coup de je te mets 2 numéros 1 parce que j'ai beaucoup de mal à les départager. Mais j'ai finalement décidé de mettre en numéro 2 Projet Gaïa. Et puis bah je vous dirai pourquoi après en vous parlant de mon numéro 1. Projet Gaïa, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Je pense que c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment sur BGA là, avec Olivier. C'est un excellent jeu, mécaniquement parlant. C'est un jeu où partie après partie, je pense que j'en suis à 20 ou 25 parties. Je n'ai pas fait une seule partie comme la précédente. Il y a des axes stratégiques totalement différents à chaque partie. Il y a une douzaine de peuples différents asymétriques, donc de toute façon déjà avant de les avoir passés, faut y aller. Et puis tout est bien fait, tout est intéressant, tu t'ennuies pas, les tours se ressemblent pas, c'est serré, pas si longtemps que ça malheureusement, souvent je me prends branlé sur branlé, mais c'est vraiment un excellent jeu. Peut-être que ce qui pêche un tout petit peu justement, c'est quand même l'aspect matériel, où là je pense qu'il y aurait pu avoir un petit quelque chose de plus, et en fait je pense que c'est ça qui m'a fait passer le numéro 1 que je vais vous dire juste après en numéro 1. Donc le numéro 1 il est pas moche. Le numéro 1 est pas moche, en tout cas je le trouve pas moche, clairement, de très loin, et puis du coup je suis beaucoup plus calculateur dans Projet Gaïa que vraiment en train d'avoir l'impression d'explorer l'espace, alors que dans le numéro 1, et puis d'ailleurs dans le numéro 3 et dans le numéro 5, clairement là moi j'ai l'impression d'être en train de vivre une aventure. Projet Gaïa, je joue un excellent jeu de société, un des meilleurs de ma ludothèque, qui est je pense clairement dans mon top 10 maintenant, peut-être je sais peut-être pas, mais peut-être même dans mon top 5. Vraiment non, c'est une pépite ce jeu là, mais il y a le 1 qui passe devant parce qu'il me fait plus vivre quelque chose. Et puis donc ça c'est celui qui est un peu la même chose que Terra Mystica, hein, c'est complètement, c'est un Terra Mystica dans l'espace. Mais donc, je crois qu'ils ont amélioré certains défauts de Terra Mystica, j'ai jamais joué, mais je crois qu'il y avait certains défauts de Terra Mystica, mais il y a une mécanique très semblable, notamment qui est que tu as de la puissance que tu accumules, et cette puissance te permet de faire des actions parallèles en fait au jeu. Et puis ça c'est un truc qu'il faut absolument faire bien sûr, et puis que dans tes premières parties tu sous-estimes complètement parce que t'es pris par autre chose. Mon numéro 1 c'est le plus petit jeu que j'ai maintenant dans ma ludothèque, c'est pas nécessairement mon préféré, mais on parle de la grosseur, c'est le jeu qui s'appelle Punto. Tu connais ce jeu? Le nom me dit quelque chose, mais la boîte est minuscule, c'est dans ces... En fait, il y a une compagnie qui s'appelle Game Factory. Effectivement, c'est pas gros. Et donc, en fait, non, j'ai aucune idée de ce qu'est ce jeu. C'est un petit jeu. Et donc, c'est une compagnie qui fait tous des jeux qui sont dans cette grosseur-là. Ok. Et il y en a un autre qui s'appelle Gold Rush, je crois, un truc comme ça. C'est un jeu qui tient dans la paume de votre main, pour vous imaginer le truc. Et puis, en fait, c'est un je sais pas comment t'appelles en français, tu vas me corriger, mais on dit un Connect 4. Tu vois ce que c'est? C'est un jeu où il faut te mettre... Un 4 Connect? Non, mais tu vois... Ah, c'est le Puissance 4. Puissance 4, c'est ça. C'est un Puissance 4 remasterisé que tu peux jouer jusqu'à 4 personnes, ou tu peux des fois mettre une carte par-dessus un autre qui va annuler le... Et puis c'est un qu'on a pris souvent en vacances parce que, t'as vu, je peux le mettre dans ma poche littéralement. Ah oui, là, complètement. Et puis, donc, souvent on fait se faire une petite partie. Après, le seul inconvénient, c'est que ça te prend quand même un certain espace parce que tu vas étaler tes cartes. Mais, donc voilà, c'est vraiment le plus petit jeu que j'ai dans ma bibliothèque. Punto. C'est un créateur allemand qui s'appelle Bernhard, donc Bernard Weber. Donc voilà, si vous connaissez ce jeu, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous trouvez si vous avez plus petit que ce jeu-là. Franchement, je serais très intéressé de savoir est-ce qu'il est plus petit. Moi, j'ai pas plus petit en tout cas. Voilà, donc c'est un très bon petit jeu. Je l'ai aussi pris avec moi en vacances, mais jouer dans le train c'est un peu compliqué avec les. Oui, bah là avec les cartes, tu m'étonnes. Donc voilà, c'était mon numéro 1. Ton numéro 1, Benji, espace. T'as une idée? Bah, j'allais dire anachronie, mais tu m'as dit que tu pouvais pas. Ouais, non, j'ai fait la différence entre des jeux science-fiction et des jeux espace. Est-ce qu'on a déjà joué? On y a joué ensemble. Ah bah On Mars. On Mars, ouais. Voilà. On Mars. On Mars de Vital Lacerda. Je pense que c'est vraiment...
D'abord, bon, là aussi, mécaniquement, c'est quand même un super jeu. Vous développez votre station spatiale sur Mars, vous faites des allers-retours entre Mars, la planète et puis Mars l'orbite pour pouvoir récupérer du matos. C'est un Lacerda, il y a plein de micro-règles, mais que, bah voilà, on y a joué quand même un certain nombre de fois, donc maintenant elle me gêne de moins en moins, et puis je prends vraiment du plaisir parce que j'ai passé ce cap de première partie où tu fais ah mon dieu, putain, ce jeu est trop horrible. Moi, la cap que j'ai jamais passé en fait. Ouais, je sais, mais c'est dommage parce que par contre, ensuite, je trouve que, bon, comme le disait d'ailleurs Seb dans sa question, hein, c'est illustré par Yann O'Toole, et je trouve que moi, de tous les Lacerda, c'est celui que je trouve le plus beau. Ils avaient sorti à un moment les tapis de jeu On Mars, franchement, j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que je trouve l'illustration magnifique. Et puis là, pour le coup, quand je joue à ce jeu, j'ai vraiment l'impression d'être sur Mars en train de construire ma planète. Et donc, je prends un plaisir mécanique, calculatoire, c'est un jeu très calculatoire bien sûr, mais je prends aussi un plaisir thématique qui est extrêmement important. Je me mets toujours une BO, généralement je mets la BO de The Martian derrière, le film avec Matt Damon, qui est un super film aussi d'ailleurs, et puis je suis dans un kiff total, que ce soit en solo ou que ce soit à plusieurs, et donc c'est ça qui a fait pencher la balance. Mécaniquement, je pense vraiment que Projet Gaïa et On Mars pour moi se valent, peut-être même que Projet Gaïa est un tout petit peu au-dessus parce qu'il y a un niveau de complexité dans On Mars qui est parfois peut-être un peu pénible, un peu trop, mais clairement thématiquement et en termes de production, On Mars passe devant, donc On Mars, mon top 1. Voilà. Space Game. Donc voilà pour notre top 5. J'ai réussi à le faire, je suis content. Assez original. Je suis tellement heureux. Alors, à partir de maintenant, je vais vous demander de m'envoyer vos listes d'avance pour être sûr que ça se produit plus. Toi, le côté prof qui ressort. Ouais, c'est bien. Alors, maintenant, avant de se quitter, on va juste faire nos jeux qui nous font de l'œil. Moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai été contacté par le créateur du jeu, donc qui s'appelle Rémi Mathieu, qu'on salue, qui est un grand fan du podcast, et puis il voulait m'envoyer son prototype qui s'appelle Ancient Knowledge. Donc, c'est un jeu qui va sortir chez Yellow Expert. Ça devrait... J'ai aucune idée de quand ça va sortir ou quoi que ce soit, mais on devrait pouvoir vous faire un retour sur ce jeu-là éventuellement dans les semaines à venir, parce qu'on devrait recevoir cette boîte bientôt. C'est un jeu qui genre, je sais rien, hein, mais ça a l'air de parler des civilisations anciennes avec des thématiques un peu experts que je pense que Benji va être assez fan. Ah, moi j'avoue qu'en plus je trouve la couverture très très belle. Très cool. Et là j'espère vraiment que tu vas m'inviter à le tester pour qu'on donne un avis, parce que effectivement ça a l'air ouais, ça ressemble à de la construction de cités, il y a des espèces de merveilles, donc puis je pense qu'il y a une extension où tu joues dans l'espace. c'est mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine. Ok. Voilà. Moi, mon jeu qui me fait de l'œil, c'est une petite dédicace à Cédric de nos amis Discord et à Yoel de notre ami First Player. C'est le jeu Domination, puisque ce week-end, Mathieu, on va passer un week-end ensemble. Ludique, en France. Ensemble, tout à fait. On donne surtout pas notre adresse, parce que sinon il va y avoir des gens qui vont dire on passe un week-end avec la communauté et puis avec quelques youtubeurs, donc je me réjouis vraiment de ces 2 jours et demi là qu'on va passer ensemble. Avec et puis Yoel de First Player et Ben et Lily de les recettes ludiques. Ça va vraiment être cool. Et puis plusieurs potes du Discord, et puis toi et David bien sûr. Et David de On Joue-tu. Et David de On Joue-tu, qui est vraiment, moi je vais le regarder, tu vois, je vais être impressionné de le voir en vrai. Hein. Et le jeu en question, c'est Domination, qui a fait un petit débat là dans le fil WhatsApp du week-end, parce que donc Cédric l'amène. Moi, c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer puis que j'ai jamais eu l'occasion, donc je me réjouis vraiment de le tester. Et puis Yoel nous a dit que c'était un des rares jeux qu'il n'avait pas terminé tellement il le trouvait mauvais, donc du coup ça me donne encore plus envie de le tester pour avoir un avis, tu vois. Donc, faut que tu sois d'un côté, hein. Il faudra que tu dises c'est soit le meilleur jeu ever ou le pire. Faut que tu choisisses. Domination, un jeu chez Holy Grail et qui est de Olivier Mélisson et Éric Dubu. C'est tout pour nous cette semaine. Quoi? Eh ben, qu'est-ce qu'on leur a dit pour la semaine prochaine? Ah oui, un petit tease. Bon, alors... donc la semaine prochaine, on va faire notre premier épisode en live. Yes! Donc, contrairement à notre cédule habituelle, l'épisode va pas sortir le vendredi, parce que nous on les enregistre souvent le mercredi. Donc, l'épisode va être en ligne sur YouTube, donc en direct, donc avec vidéo. Donc, on verra ton visage, Benji. Tout à fait, tout à fait. Tu pourras plus te cacher. Je me réjouis. Donc, tu iras te faire une coupe de cheveux, quelque chose, un peu, te mettre propre. Donc, mercredi prochain à 20h, donc heure Suisse, Belgique, France. Et donc, malheureusement, pour le Québec, ça va être assez tôt. Ça veut dire que ça fait 14 heures pour vous. Mais si vous êtes capable de nous mettre un peu en arrière-plan au boulot, vous mettez des écouteurs, quelque chose comme ça, ça va nous faire plaisir. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse justement voir vos commentaires en temps réel, pouvoir répondre à des questions. Moi, je vais essayer de réagir un peu interagir un peu avec la communauté pendant que vous je sais pas, pendant que David il fait ses 12 000 news et puis que toi t'as 3-4 mentions honorables. Moi, je vais être en train de parler avec vous. C'est quelque chose, il va
falloir qu'on nous donne un peu de temps parce que je pense pas que ça va être parfait dès le premier épisode, mais c'est un projet que nous, en tout cas, ça nous motive pas mal. On a vraiment envie. Ça fait longtemps qu'on en parle, effectivement. Et puis là, on est rendu assez fort, on fait pas trop de montage, c'est presque un épisode live quand tu y penses. Oui, c'est vrai. Donc voilà, semaine prochaine, mercredi, le 18 mai, à 20h, heure Suisse, 14h, heure Québec. Pour un nouvel épisode 2. On joue dessus.